La forêt chaude et humide de Guyane française, au nord de l'Amérique du Sud, abrite des centaines d'espèces de fourmis aussi étonnantes que mystérieuses. Depuis le sol jusqu'aux plus hautes branches, elles sont partout. Aujourd'hui, leur mode de vie est encore largement méconnu. Seuls quelques scientifiques acharnés commencent à lever le voile sur les capacités étonnantes de ce peuple minuscule et infatigable. Le professeur Alain Dejean est spécialiste de fourmis tropicales. Plusieurs mois par an, il s'installe dans la forêt de Petit Saut au nord de la Guyane. Le scientifique se passionne pour les fourmis qui vivent dans les arbres. Qu'est-ce qui les attire ainsi sur les troncs et les branches? Quel type de lien les plantes et les fourmis ont-elles tissé? Chaque mission en Guyane leur rapproche un peu plus d'un couple étonnant, l'arbre et la fourmi. Dans l'équipe scientifique, chacun possède un sujet de recherche précis. Pablo Servigne est étudiant. Il cherche à savoir pourquoi certaines fourmis voisinent souvent avec une espèce de guêpe réputée pour son agressivité. Laureline Rousson, étudiante également, travaille sur les relations intimes que certaines fourmis entretiennent avec un petit arbre poussant en lisière de forêt. Jérôme Orivel, quant à lui, est chercheur au CNRS. Ses observations portent sur l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la jungle de Guyane, les jardins de fourmis. Pour observer les fourmis jardinières, Jérôme passe une grande partie de ses nuits en pleine forêt. Les jardins de fourmis sont de jolies compositions de plantes aériennes qui vivent accrochées dans les branches. Loin de l'humidité du sol, ces plantes sont remarquablement adaptées à la sécheresse. Leurs racines entrelacées forment une boule compacte. Les scientifiques ont pu remarquer qu'entre les racines d'une plante aérienne particulière, l'Acmea, vivait une espèce de fourmi nommée Pachycondyla. Les Pachycondyla entretiennent le système naturel de tunnels qui permet de loger tous les individus du nid. En observant des centaines de nids, on a découvert que la petite plante Acmea était toujours colonisée par des fourmis, et plus particulièrement les Pachycondyla. En fait, ce sont les fourmis qui sont à l'origine de l'association. À la naissance d'une nouvelle colonie, les premières ouvrières d'une jeune reine récoltent des graines des plantes aériennes qu'elles rapportent au nid. Ces graines sont déposées au cœur de débris végétaux sur lesquels elles vont pouvoir germer. En grandissant, les Acmea enfoncent leurs racines à l'intérieur du nid de fourmis, lui apportant solidité et cohésion. Un vrai travail de jardinier. Mais les fourmis Pachycondyla sont aussi de redoutables carnassières. Elles attaquent tout animal qui croise leur chemin. Leur abdomen est pourvu d'un dard au venin foudroyant qui laisse peu de chance à leur proie. Ainsi,
elles protègent vigoureusement leur jardin des insectes et autres mangeurs de feuilles éventuels. Pourtant, une chenille, celle du papillon Vétius, échappe totalement à leur vigilance. En plein cœur du petit jardin, elles se permettent de dévorer les feuilles d'acméa sans que les redoutables fourmis n'interviennent. Les raisons de ce privilège sont encore mal connues. Pour que le jardin grossisse en même temps que la colonie, les fourmis Pachycondyla l'alimentent continuellement en graines d'acméa. La récolte des graines se fait de façon assez surprenante. Les Pachycondyla font leurs courses dans les crottes d'oiseaux déposées sur les feuilles. À la moindre pluie, les fourmis cessent leur activité et rentrent au nid. Les racines aériennes de l'acméa en profitent pour se gorger d'eau. Rapidement, les nids sont inondés. Mais tant qu'il reste des poches d'air pour respirer, les fourmis jardinières n'en souffrent pas. Depuis de nombreuses années, Alain Dejean observe de près les fourmis Astecca cartifex, les fourmis de carton, qui fabriquent d'énormes nids alvéolaires faits de bois mâché. La fourmi de carton est très répandue sur les arbres de la forêt guyanaise. Elle nidifie toujours en hauteur, mais n'entretient de rapport privilégié avec aucun arbre en particulier. Chaque colonie, qui peut compter plusieurs centaines de milliers d'individus, est centrée autour d'un nid principal dans lequel se trouve la reine. Tout autour, des dizaines de nids secondaires permettent à la colonie de se positionner avec force sur de nombreuses branches et d'interdire à toute autre espèce de fourmi de s'aventurer. Les petites fourmis de carton sont ainsi les fourmis dominantes des arbres de Guyane qu'elles protègent contre de nombreux mangeurs de feuilles. Particulièrement agressives, elles attaquent en mordant avec leurs mandibules, tout en déposant un venin de contact depuis leur arrière-train. Chez l'homme, la morsure n'est pas très douloureuse. Les armes de la fourmi de carton ne sont redoutables que pour les animaux de petite taille. Les chenilles et autres mangeurs de feuilles n'ont qu'à bien se tenir. Dès qu'une dizaine de tueuses s'acharnent sur une proie, elle n'a plus aucune chance de survie. De longue date, les biologistes ont remarqué qu'à côté des nids des fourmis de carton, s'installent souvent des guêpes bien particulières, les polybias. Référence faite à leur agressivité douloureuse, les Indiens de Guyane les appellent les guêpes sans raison.
La petite guêpe est fréquente en lisière de forêt. Ces nids mesurent une vingtaine de centimètres de hauteur et sont âprement défendus par leurs habitantes. Pablo Servigne, un étudiant qui a le goût de l'aventure, entreprend à leur sujet une étude préliminaire. Il s'agit d'abord de trouver les bons emplacements. Chaque fois que Pablo découvre un nid de fourmis de carton, il s'en approche aussi près qu'il le faut pour vérifier s'il n'est pas accompagné de guêpes sans raison. La technique est souvent douloureuse, mais elle fonctionne. Pablo reviendra avec toutes les protections nécessaires. Pour en savoir plus sur les comportements des jardins de fourmis, Jérôme et Alain vont tenter une expérience originale. Le test consiste à proposer à la fourmi Pachycondyla plusieurs graines de plantes aériennes. Va-t-elle reconnaître la graine d'Acméa sur laquelle elle construit son nid? Pour finir, la fameuse graine d'Acméa. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre l'arrivée des fourmis Pachycondyla. Le test est positif dès la première fourmi, qui ne s'intéresse même pas aux autres graines. Pas de doute, les relations entre la plante Acméa et la fourmi Pachycondyla semblent bien gravées dans la mémoire génétique de l'animal. Au petit matin, longtemps après le départ des chercheurs, la rosée tombe sur la forêt de Guyane. Un moment primordial pour les jardins de fourmis. À la saison sèche, cette rosée représente l'unique source d'humidité. Avant de rentrer au nid, les fourmis Pachycondyla récoltent le précieux liquide d'une manière particulièrement originale. Comme elles ne possèdent pas de jabot pour stocker l'eau dans leur abdomen, elles transportent des gouttes entre leurs mandibules. L'eau est ainsi véhiculée jusqu'au nid, puis distribuée à tous les membres qui en font la demande, d'un simple attouchement d'antenne. En lisière de forêt, des arbres pionniers, les parasoliers, permettent à la forêt de gagner du terrain sur les zones de savane. Ces arbres ne dépassent jamais 25 mètres de hauteur et portent des feuilles larges et tendres, particulièrement attirantes pour les herbivores.
Or, le plus souvent, le feuillage des parasoliers demeure intact. L'explication est simple. Il abrite une espèce de fourmi qui ne vit que dans cet arbre, la fourmi Alpharie. Les paresseux, grands amateurs de fruits de cet arbre, leur rendent fréquemment visite. Les parasoliers n'abritant pas de fourmis Alpharie sont nettement plus confortables. Ils ont la préférence de ce lent mammifère des cimes. Les relations entre le parasolier et les fourmis Alpharie sont particulièrement intimes. Leur nid est installé à l'intérieur du tronc, naturellement creux. Elles y pénètrent par des orifices qu'elles ont elles-mêmes creusés et qu'elles entretiennent. L'espace intérieur se présente comme une succession de compartiments verticaux séparés par des planchers horizontaux. Pour circuler librement d'un étage à l'autre, les fourmis Alpharie perforent chaque plancher de petits trous. La reine, entourée en permanence par une cohorte d'ouvrières, habite dans l'un des compartiments. Son unique travail consiste à pondre des centaines d'œufs chaque jour, que les ouvrières répartissent dans les différents étages du nid. Au fil des jours et des semaines, les œufs se transforment en larves. Les larves muent plusieurs fois avant de se transformer en nymphes, qui se changent à leur tour en fourmis adultes. Mais ce qui intéresse Laureline, c'est avant tout la manière dont l'arbre et ses fourmis se comportent l'un envers l'autre. Car le parasolier n'est pas simplement un HLM pour fourmis Alpharie. À la base de chaque feuille se trouve un véritable restaurant miniature. À partir de 11 h du matin, des glandes spéciales se mettent en activité, produisant en l'espace de quelques minutes des dizaines de petites boules concentrées en éléments nutritifs. Les fourmis en raffolent au point de pouvoir se passer de toute autre forme de nourriture. En échange du gîte et du couvert, les fourmis agressent quiconque ose toucher leur arbre protecteur. Au moindre contact, des centaines d'ouvrières sortent du tronc. Laureline a également remarqué que les parasoliers porteurs de fourmis ont toujours des feuilles particulièrement propres. L'explication est simple. Un nettoyage systématique est assuré par les fourmis Alpharie, qui semblent tenir à la bonne santé de leur logeur. Jusqu'où les fourmis sont-elles capables d'aller pour protéger la santé de leur arbre? Laureline blesse une feuille et observe les réactions des fourmis. En quelques secondes seulement, des dizaines de fourmis Alpharie se ruent vers la blessure. S'il s'était agi d'un mangeur de feuilles, il aurait immédiatement été attaqué.
Pas de doute, le parasolier et la fourmi Alphari forment un couple très uni. Pablo Servigne n'est pas inquiet. Pour préparer son site d'observation de guêpes sans raison, il a tout prévu. Les pompiers eux-mêmes ne seraient pas mieux équipés. À peine Pablo est-il arrivé à moins de 5 mètres du nid que les guêpes commencent à se déplacer de manière saccadée pour donner l'alarme. Plus il s'approche, plus le bruit devient intense. Et à 3 mètres, première attaque en règle. Premier travail, dégager un peu le nid de façon à pouvoir observer dans de bonnes conditions. La combinaison est parfaitement étanche, tout se passe à merveille. En revanche, le nid est en totale ébullition, ce qui est normal en l'absence d'un dispositif d'observation adéquat. Pour que Pablo puisse noter avec précision tous les types de relations possibles entre les fourmis et les guêpes, indifférence, évitement, agression, il faut que les guêpes oublient l'observateur. Or, au moindre mouvement de Pablo, les guêpes sans raison sont immédiatement dans tous leurs états. Toute observation scientifique est impossible pour le moment. Seconde difficulté, la température à l'intérieur de la combinaison devient insupportable. Dès demain, Pablo installera le système qui lui permettra d'observer les guêpes dans les meilleures conditions. En lisière des forêts, Lorly n'a pu observer que l'histoire d'amour entre le parasolier et la fourmi Alphari souffrait de quelques infidélités. Certains parasoliers abritent en effet une proche cousine de la fourmi Alphari, la fourmi Shrimperi, aux comportements très originaux. Dès la tombée du jour, une grande partie de la fourmilière se donne rendez-vous à l'extrémité des feuilles pour un meeting très organisé. À l'inverse des fourmis Alphari, les Shrimperi ne logent pas à l'intérieur de l'arbre, mais construisent le long du tronc un nid de fibres végétales.
Tout comme leurs cousines, les Shrimperi agressent en nombre tout ce qui approche leur arbre ou leur nid. Mais c'est à l'extrémité des feuilles que les comportements sont les plus intéressants. Car la séance de garde à vous n'est autre qu'un gigantesque piège pour insectes de passage. Le piège est d'une telle efficacité qu'il permet de capturer des proies de taille impressionnante. Laureline aimerait savoir quel poids maximum peuvent retenir les fourmis Shrimperi entre leurs mandibules. Une expérience peu coûteuse lui indique rapidement que le poids de 8 grammes d'une pièce de 2 € semble très inférieur aux capacités de traction de ces petites fourmis, pesant chacune quelques milligrammes seulement. Mais l'efficacité des Shrimperi ne s'explique pas seulement par la force de leurs mandibules ou par l'adhérence de leurs pattes sur les feuilles. Rapidité et travail d'équipe, telle est la devise de la fourmi Shrimperi. En se positionnant en périphérie des feuilles, là où se posent les insectes volants, elles accrochent immédiatement leur proie à plusieurs et l'écartèlent en une coordination quasi parfaite. Les grosses proies sont partiellement découpées pour être transportées jusqu'au nid. Rien ne semble pouvoir entraver les capacités prédatrices des fourmis Shrimperi. Sauf si une colonne de fourmis légionnaires passe à proximité du petit arbre. Ces insectes carnivores sont d'une voracité redoutable. Leur technique d'attaque est l'arme chimique. En larguant dans l'air une hormone volatile que les chercheurs appellent propaganda, quelques dizaines de fourmis légionnaires sont capables d'inhiber le comportement de défense de milliers de fourmis Shrimperi. Soudain, les Shrimperi semblent devenir folles. Des centaines d'œufs, de larves et de nymphes sont jetés par-dessus bord. Ce sabordage apparent permet en fait au nid de survivre en attirant les envahisseuses vers une nouvelle source de nourriture située au niveau du sol. Juste au-dessous du nid, les fourmis légionnaires s'emparent facilement du trésor de guerre. En tout, l'opération Commando a duré moins de 5 minutes. Grâce à un simple cadre ajouré, Pablo peut effectuer d'excellentes observations. Désormais, les guêpes sans raison sont indifférentes à sa présence. Les premières observations démontrent que fourmis de carton et guêpes entretiennent des relations basées sur l'indifférence ou l'agression. Moins elles se rencontrent, mieux elles se portent. Le plus souvent, les fourmis évitent de se promener sur le nid de leurs voisines. Quelques guêpes gardent toujours jalousement la frontière et les incidents sont rares. Pour tenter de savoir si les guêpes repoussent les fourmis grâce à un procédé chimique, Pablo effectue un test préliminaire qui consiste à répandre un extrait de glande à venin de guêpe
sur une bandelette adhésive qu'il colle sur le trajet des fourmis de carton. Si le test est positif, la bande adhésive devrait bloquer les fourmis, ou au moins provoquer un ralentissement. Aucune réaction décelable, il va falloir trouver autre chose. Il a pu observer que les guêpes raclent et nettoient systématiquement la surface de leur nid ou de sa branche d'attache, surtout si les fourmis viennent s'y promener. Or, les fourmis déposent une odeur de reconnaissance dès qu'elles se déplacent. Grâce à ce marquage, elles sont capables de retrouver leur chemin pour rentrer au nid. Mais lorsqu'un support n'est plus marqué de l'odeur de la colonie, elles sont nettement plus prudentes. Il se pourrait bien que le nettoyage effectué par les guêpes sans raison élimine toute odeur de fourmis et limite leur retour sur les lieux. En attendant, si les fourmis sont dérangées, elles sonnent l'alerte et n'hésitent pas à envahir le nid des guêpes, qui ont bien du mal à repousser des envahisseuses aussi rapides que minuscules. La technique de dissuasion la plus utilisée est la ventilation. En cas de conflit, les fourmis attaquent en masse et font reculer les guêpes, qui finissent toujours, après une lutte acharnée, par sauver leurs œufs et leurs larves de l'appétit de leurs voisines. Quel intérêt ont les guêpes de placer leur nid aussi près de leurs meilleurs ennemis? Et quel avantage retirent les fourmis de leurs voisines volantes? Côté guêpes, il s'agit certainement d'une stratégie de protection contre leurs ennemis mortels, les fourmis légionnaires, qui détruisent l'intégralité de leurs larves en cas d'attaque. Or, les fourmis de carton, par leur nombre et le venin qu'elles déposent en cas d'agression, comptent parmi les rares animaux capables de repousser les légionnaires. Quant aux nids de fourmis, l'agressivité et les piqûres des guêpes les protègent certainement contre les attaques des mammifères mangeurs de fourmis. Aujourd'hui, Jérôme Aurivel part observer un jardin de fourmis d'un nouveau genre. Car dans la forêt de Guyane, on rencontre également un autre type de jardin de fourmis, actif celui-ci pendant le jour. Les nids sont composés de 3 ou 4 espèces de plantes aériennes jardinées par des fourmis. Mais le plus étonnant cette fois-ci, c'est qu'à l'intérieur du labyrinthe de racines, 2 espèces de fourmis cohabitent. La petite fourmi crémato et la grosse Camponotus. Cette cohabitation est une véritable rareté, car d'ordinaire, même les fourmis d'une espèce identique ne se supportent pas d'une colonie à l'autre. Plus encore, Jérôme a découvert que les colocataires étaient capables de coopérer. Tout d'abord, pour enrichir leur jardin commun, elles collectent ensemble les graines des plantes qui les intéressent directement sur les fruits dont elles mangent la pulpe.
Même au contact, aucun signe d'agressivité entre espèces. Petite spécialisation toutefois, les fourmis Camponotus, les plus grosses, sont les seules à pouvoir transporter les graines jusqu'au nid. Quelques heures plus tard, une révolution en miniature se prépare au cœur du jardin des fourmis Camponotus et Crémato. Jérôme pratique une ouverture provisoire du réseau de racines pour savoir comment cohabitent les nids des deux espèces de fourmis. Le nid des Camponotus est situé sur la gauche. Ces fourmis sont de loin les plus agressives. Mais comme elles n'ont pas de dard venimeux, la douleur se résume à quelques pincements désagréables. Les nids des deux espèces sont totalement indépendants l'un de l'autre. Jérôme découvre que les deux fourmis ne sont pas les seules habitantes du jardin. Une araignée protégée d'une soie bien dense ne semble pas être agressée. Profite-t-elle de son statut d'intouchable pour voler ici et là quelques larves de fourmis? Tout à son aise, une petite chenille de papillons lycène vagabonde également à l'intérieur du jardin. Les glandes qu'elle porte sur son arrière-train, qui sécrètent une substance dont les fourmis raffolent, expliquent probablement son immunité. Une toute petite fourmi Solenopsis habite également le jardin. Rarement visible à l'extérieur, elle possède un nid minuscule à l'intérieur d'une brindille creuse. Plus étonnant encore, elle semble jouir elle aussi d'une parfaite immunité, tant avec les fourmis Crémato qu'avec les Camponotus. De quoi se nourrissent les petites Solenopsis? Coopèrent-elles avec leurs voisines ou en sont-elles des parasites? Autant de questions qui demanderont de longues heures d'observation. Sur un jardin voisin, Jérôme enquête sur le degré de coopération qui existe entre les deux espèces de fourmis. Il a pu remarquer que les grandes comme les petites consomment ensemble des sécrétions d'insectes suceurs de sève, sans qu'aucune forme de compétition ne soit visible. Pendant la chasse, les petites Crémato sont les premières à découvrir les proies et à lancer l'attaque. Mais dès qu'elles sont rejointes par les grandes Camponotus, elles se font souvent dérober leur butin. La perte est totale car à l'intérieur du jardin, les colocataires ne partagent pas leur nourriture. À une dizaine de mètres du jardin, les deux fourmis s'abreuvent ensemble de nectar sur les glandes de l'arbre Inga. Toujours pas d'agressivité en dépit du fait que les grosses Camponotus vident les réserves 20 fois plus rapidement que leurs consoeurs. Les deux espèces se partagent-elles les tâches en voisines attentionnées? Pour le savoir, Jérôme dépose des gouttes d'eau sucrée sur des feuilles proches du jardin commun.
Dans tous les cas, les petites crématos, plus nombreuses à patrouiller, sont les premières à rencontrer la source de nourriture. Une fois rassasiée, la première crémato retourne au nid et dépose sur son chemin une piste chimique qui informe les fourmis de son espèce de l'existence de nourriture. Dans un premier temps, la goutte sucrée n'est assiégée que par les fourmis crématos. Mais une minute plus tard, une première fourmi Camponotus, sans doute guidée par le marquage odorant des crématos, arrive sur les lieux. Au fil de milliers d'années d'évolution, ces deux espèces ont su trouver les moyens de dépasser l'agressivité ancestrale que les fourmis possèdent pour tout ce qui est étranger à leur colonie de naissance, et en particulier les autres fourmis. Depuis quelques années, Alain Dejean s'intéresse de près à un arbuste apparemment insignifiant du sous-bois de la forêt de Guyane. Le petit arbre s'appelle Hirtella. À la base de ses feuilles, deux petites bourses naturelles servent de refuge à de minuscules fourmis Allomerus qui construisent le long des branches d'étranges galeries perforées de petits trous. Dans un premier temps, le scientifique a supposé qu'il devait s'agir d'un système de protection. Les arbustes Hirtella étant particulièrement difficiles à repérer, Alain s'est confectionné des petits chemins ornés de banderoles. Les galeries sont toujours situées à la face inférieure des branches et recouvrent les bourses à fourmis. L'ensemble des bourses constitue le nid des fourmis Allomerus. Les bourses sont naturellement creuses. Elles possèdent un orifice sur la face inférieure de la feuille. Dans l'une de ces bourses se trouve la reine de la colonie. Au rythme de la ponte, les ouvrières répartissent les œufs dans les différentes bourses de l'arbre. Les larves et les nymphes sont également élevées à l'intérieur des petites cavités végétales. Alain s'est penché de près sur la manière dont les fourmis Allomerus construisent leurs galeries. L'observation des jeunes tiges montre que les fourmis appuient leur architecture sur les poils de la plante. Elles sont capables de les découper pour les transporter à l'endroit adéquat. Pour en savoir plus, le chercheur effectue de nombreux prélèvements pour analyse biologique ou microscopique. Les résultats ont démontré que la structure des galeries est invariablement composée de poils provenant de la plante, de débris végétaux mâchés par les fourmis, le tout étant ensemencé par un champignon microscopique spécifique. Il faut aux fourmis plusieurs semaines pour construire une galerie sur une jeune branche. En parallèle, Alain a rapidement découvert à quoi servaient ces galeries. Car régulièrement, il y rencontre d'autres insectes que les minuscules fourmis Allomerus. Cette fois-ci, une mouche morte semble soudée au petit tunnel.
En vérité, cette construction originale n'est autre qu'un gigantesque piège, une toile d'araignée façon fourmi. En situation de chasse, les allomérus, qui ne mesurent guère plus d'un demi-millimètre de long, logent leur tête dans les trous, mandibules écartées. De cette manière, si un insecte a le malheur de se poser sur le piège, il est immédiatement saisi à une patte. Chaque fourmi bloquée dans son trou possède une force de rétention considérable. Plus la victime se débat, plus elle a de chances de poser une patte libre dans un autre trou. Le piège permet ainsi aux minuscules allomérus de capturer en un temps record des proies énormes par rapport à leur taille. Les plus grosses proies observées sont des criquets mesurant plus de 5 cm de long, 2000 fois plus lourds que chacune des fourmis qui sont parvenues à le capturer. Il arrive parfois qu'une proie se transforme en appât. Attirée par l'odeur du criquet en décomposition, une petite abeille mélipone se met à table. Tout se passe bien tant que ses pattes restent consciencieusement posées sur le criquet. Au moindre contact avec le piège, de charognard, elle devient proie. Cela fait maintenant 30 ans qu'Alain de Jean explore les forêts d'Afrique ou d'Amérique du Sud, pourchassant les secrets des fourmis tropicales. Au fil de millions d'années d'évolution, elles ont mis au point une association fructueuse avec les végétaux, les protégeant en retour contre les mangeurs de feuilles. Les fourmis qui vivent dans les arbres tropicaux sont loin d'avoir révélé tous les secrets de leur petit monde. Pour Alain de Jean, une chose est certaine. L'entraide entre les arbres et les fourmis fait désormais partie intégrante de la loi de la jungle.